Un trio de policiers donc mis en cause aujourd'hui pour des coups répétés contre un homme. Une scène violente qui s'est déroulée samedi dans le 17e arrondissement parisien. L'homme rentrait chez lui et son lieu de travail et son domicile sont au même endroit dans le 17e arrondissement parisien. Une patrouille passe. Il n'a pas de masque. La discussion dégénère. Les insultes commencent. La situation s'envenime. Les coups tombent. Sujet signé Emeline Darcourt. Violence par personne dépositaire de l'autorité publique. Après avoir visionné ces images, le parquet de Paris a ouvert une enquête de ce chef. Voici le début de la scène filmée par vidéosurveillance. Ici, dans l'entrée d'un local privé, un producteur de musique, Michel, entre. Des policiers lui emboîtent le pas. Les 5 minutes 12 secondes qui suivent sont une suite de coups donnés par les policiers, pour certains avec une matraque. D'après Michel, il s'accompagne de ces mots. On m'a dit sale nègre plusieurs fois en me regardant dans les yeux et en me mettant des coups de poing. Il y a 3 personnes qui sont venues et qui m'ont agressé et ces personnes-là étaient censées me protéger. Michel appelle à l'aide. Des personnes qui enregistrent en studio montent. Les policiers sortent mais font venir des renforts. Cette détonation, c'est une grenade lacrymogène qui a été projetée à l'intérieur du local. Les policiers demandent à Michel de sortir. Puis vont le chercher. C'est quoi ça? Les policiers vont ensuite chercher les jeunes qui relatent le même traitement. Ce jeudi, avec son avocate, Michel se rend à l'inspection générale de la police. Là, nous allons déposer plainte compte tenu des violences qui ont été commises. Il y a également une violation de domicile, violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique. Naturellement, compte tenu des vidéos, ils auraient pu rapidement être placés en garde à vue. À l'origine, explique Michel, le non-port du masque pour éviter d'être verbalisé, il se dépêche d'entrer dans son local en voyant les policiers dans la rue. Les policiers, eux, soutiennent que Michel les a entraînés dans le local. Ils ont écrit sur le PV de garde à vue pour outrage et rébellion qu'il avait essayé à plusieurs reprises de saisir une de leurs armes et qu'il leur avait porté des coups au niveau du visage. Une version à laquelle le parquet semble ne pas porter crédit. L'enquête porte aussi sur un éventuel faux en écriture publique. Gérald Darmanin avait demandé dans la matinée la suspension à titre conservatoire des policiers concernés. Cette suspension est effective depuis ce jeudi en milieu d'après-midi. Et nous sommes en direct avec Maître Afida El Ali qui est avec nous. On vous a vu dans le sujet. Maître El Ali, bonsoir. Merci de prendre quelques instants pour BFM TV. Vous sortez des locaux de l'IGPN. Êtes-vous satisfaite de ce qui s'est passé à l'IGPN ce soir notamment? Vous attendez quoi? Alors, il s'agit d'un dépôt de plainte comme toute personne victime dépose plainte. Donc, c'est l'ensemble des faits qui ont été relatés par mon client, compte tenu des violences qu'il a subies, compte tenu des injures raciales dont il a pu être victime également. Donc, je rappelle que les violences sont des violences avec armes, notamment leurs armes de service, qui étaient leurs matraques télescopiques notamment. Il y a 3 policiers qui ont été immédiatement suspendus. Il y a une demande de suspension pour un 4e. Ça veut dire que les choses vont assez vite. Alors, s'il y en a un 4e, c'est qu'effectivement, il a pu être vu dans le cadre des vidéos qui ont été transmises par le voisinage notamment. Donc effectivement, les choses vont relativement vite. Seulement, la nature de la sanction d'ores et déjà prise n'est pas forcément à la hauteur de ce que l'on est susceptible d'attendre, tout simplement. Vous attendez quoi maintenant? Une confrontation entre les fonctionnaires incriminés et votre client? Alors, figurez-vous que la confrontation avait été demandée par les services de police lorsque mon client était en garde à vue pour les faits de violence. Les services de police devaient initialement venir dimanche, le lendemain de la nuit des faits. Ils ne sont pas venus, ils devaient venir le lendemain. Finalement, ils ne sont pas venus. Naturellement, ils savent parfaitement les torts qu'ils ont. Ils devaient venir alors qu'ils sont plaignants, ils ne se présentent pas, ce qui est assez surprenant. Est-ce que vous faites confiance à la justice pour mener à bien cette affaire et rapidement et de manière impartiale? C'est tout ce... Mon client ainsi que mes clients d'ailleurs, puisqu'il y a les 9 jeunes artistes qui étaient également là, font parfaite confiance à la justice, naturellement. Compte tenu de ce qu'ils n'ont pas forcément confiance aux services de police, aujourd'hui l'IGPN est saisi, naturellement on fait confiance à l'ensemble des services judiciaires pour mener à bien tant cette enquête que dans le cadre de la décision judiciaire à venir.
Vous dites l'ensemble des services, y compris à l'IGPN, qui pourtant est souvent critiqué pour... À l'IGPN, je n'ai pas à critiquer l'IGPN. Aujourd'hui, mon client et ainsi que les 9 victimes leur soumettent leur plainte. Nous leur faisons parfaitement confiance. Est-ce que on a du mal à comprendre ce déchaînement de violence? Le racisme est-il le moteur de cette violence, selon vous? Alors, je ne sais pas, je ne suis pas dans l'esprit des policiers. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont effectivement émis des injures racistes à l'égard de mon client, mais également à l'égard des jeunes autres artistes également présents. Je ne connais pas leur motivation. Il serait intéressant de les connaître. Sachant que je vous rappelle qu'ils entrent dans le... Ils nient avoir proféré des insultes ils entrent dans la société. Malheureusement, c'est tout ce qu'il leur reste, puisqu'on n'a pas la caméra de vidéosurveillance ne nous permet pas d'entendre les injures proférées. Et je peux que croire mon client compte tenu, et en tout cas ne pas croire en aucun cas les services de police compte tenu de leurs déclarations dans leurs plaintes qui sont entièrement mensongères. Quelle est la suite judiciaire à venir là dans les... Alors je rappelle juste une chose, je rappelle une chose extrêmement importante, c'est qu'ils sont entrés au sein de la société où travaille mon client sans aucune autorisation. Donc dès le départ, ils sont en illégalité. Et la suite dans les tout prochains jours de la procédure? Alors, il faudra demander aux services compétents. Nous attendons mon client repart aux UMJ. On attend le rendez-vous parce qu'il a été déterminé un ITT de 6 jours. Je rappelle que les services de police auraient un ITT de 5 jours. On s'interroge naturellement sur l'origine de ces prétendues blessures. C'est assez surprenant puisque aucunement ils n'ont subi la moindre blessure, en tout cas de la part de mon client. Donc il y a mensonge en ce qui concerne les blessures éventuelles des policiers? Alors, je m'interroge, je n'ai pas eu accès, en tout cas, à l'état descriptif de leurs blessures, donc je m'interroge. En tout cas, elles ne viennent bien évidemment pas d'aucun de mes clients. Là, vous dites que votre client repart aux UMJ. Qui sont, pour être précis, si vous pouviez l'expliquer? Les UMJ, c'est l'unité médico-judiciaire, c'est ce qui permet d'indiquer, de connaître le nombre d'ITT et de déterminer les blessures que mon client a eues, tout simplement. C'est un constat de l'ensemble des blessures de mon client. Votre client est Michel Zecler, un producteur de rap connu, reconnu dans le milieu artistique. Ce soir, dans quel état d'esprit est-il? Parce qu'il dit faire confiance à la justice de son pays, aux différents services judiciaires, mais personnellement... Est-il très affecté? A-t-il d'autres intentions peut-être de parler à la presse, de s'expliquer aussi? Non, il laisse la justice faire et c'est tout aujourd'hui. Tout simplement, il fait entière confiance en la justice. Merci Maître Alali, merci avocate de Michel Zecler, donc le producteur agressé samedi soir. Merci d'avoir été avec nous. C'est une affaire judiciaire, une affaire politique. Christophe Barbier, ce soir, ce sont de nouveau les services de police qui sont mis en cause. Et directement aussi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Exactement, c'est même une affaire à 3 niveaux. Il y a un niveau judiciaire, on va voir ce qui ressort de l'enquête, les images sont accablantes, contredisent le rapport, on verra comment ça se termine. Et il y a un niveau administratif, c'est l'institution police qui est interpellée. Parce qu'on nous dit à chaque fois, ce sont des individus qui dérapent, il n'y a pas de violence policière, mais des violences de policiers. Ce que l'on a vu pose quand même quelques questions. Est-ce que la formation des policiers n'est pas à revoir de fond en comble, notamment sur ce type d'intervention, comme sur les interventions d'ordre public? Est-ce que l'encadrement des policiers et la chaîne hiérarchique est bien maîtrisée dans notre police sur ce type d'affaires? Et troisièmement, est-ce qu'il y a dans la police un travail à faire pour réformer la sanction? On voit bien que l'IGPN, qui appartient finalement à la famille, est de plus en plus contesté. Est-ce que l'IGPN est la bonne instance pour instruire ce genre d'affaires? Est-ce qu'il ne faudrait pas créer une instance beaucoup plus indépendante quand se pose ce problème de fait divers? Ce soir, l'avocate fait confiance à l'IGPN, voilà. Elle l'a dit. Et son client, Michel Zecler, l'a agressé à la justice aussi. Mais il va de soi que, par exemple, lors de la campagne présidentielle, les candidats vont devoir répondre à cette question. Est-ce qu'on garde l'IGPN à l'ancienne, les fameux bœufs carottes, ou est-ce qu'on invente une autre instance
indépendante de la police pour juger, éventuellement enquêter sur des policiers. Puis le dernier niveau, vous l'avez dit, il est politique. C'est compliqué pour Gérald Darmanin en ce moment. Compliqué parce que comme il se fait le défenseur de la police, quand il faut dire que des policiers ont commis des fautes, eh bien, il faut qu'il retourne sa position, il faut qu'il explique. Il va le faire dès ce soir dans les médias. Et puis, il y a cette loi sur la protection globale, la protection des policiers, avec ce fameux article qui veut limiter l'usage des images. Alors, il faut que le ministre remonte au créneau pour bien dire que filmer les policiers, c'est autorisé. Diffuser des images quand il s'agit de servir la vérité, ça doit être autorisé. Mais diffuser des images quand il s'agit de porter atteinte à des policiers, de les menacer, de donner des renseignements sur leur domicile ou leur vie privée, d'être malveillant, ça doit être interdit. Et au-delà, au-dessus du ministre, au-dessus du Parlement qui votera peut-être définitivement cette loi, il y aura le Conseil constitutionnel qui sera saisi sur cet article, sur ce texte de loi. Et c'est le Conseil constitutionnel qui aura le fin mot de l'affaire. Nous sommes avec Denis Jacob qui représente le syndicat général de la police alternative, police CFDT. Bonsoir Monsieur Jacob, merci d'être en direct avec nous. 3 fonctionnaires suspendus immédiatement, une 4e demande de suspension, c'est une décision logique selon vous ? Oui, c'est une mesure conservatoire quand on a une affaire comme celle-là et où les policiers sont clairement mis en cause avec, de ce que je sais du dossier à l'heure où je vous parle, avec des éléments suffisamment probants pour justifier cette suspension. Et je voudrais très clairement dire en préambule que le racisme n'a pas sa place dans la police nationale, que des comportements qui sont contraires aux valeurs de la République n'ont pas leur place dans la police nationale et qu'il y a des violences disproportionnée, puisque la loi nous donne la force légitime. Cette force légitime ne doit pas être disproportionnée par rapport aux faits auxquels on peut être confronté. Mais vous dites la violence et le racisme n'ont pas leur place dans la police. Est-ce que ce soir, ce groupe de policiers, ces policiers ont encore leur place dans la police, méritent de rester dans l'institution policière? Alors écoutez, moi je ne suis pas juge. Je ne suis pas magistrat, il y a une enquête qui est en cours, et d'ailleurs je me félicite que le ministre de l'Intérieur s'en ait saisi immédiatement, tout comme le parquet, pour établir très clairement les faits, les responsabilités et de prendre les sanctions à la mesure de la gravité des faits dès lors qu'on aura les conclusions de l'enquête. Mais cette enquête doit déterminer tout ce qui s'est passé, qui s'est passé avant, pendant et après cette affaire. C'est-à-dire quand il y a tout ce qu'il s'est passé, selon vous, il manque peut-être des éléments antérieurs à ces images? Oui, oui, clairement il en manque, puisqu'on a des fonctionnaires de police qui veulent interpeller une personne au départ, et puis cette personne, elle finit particulièrement blessée avec une violence extrême, et donc il faut qu'on sache pourquoi on en est arrivé à cela. Et donc c'est ce qui s'est passé avant qui pourra peut-être, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais en tous les cas, qui pourrait apporter des éléments complémentaires à ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais je vais vous dire, ça pose aussi un questionnement, et Christophe Barbier le disait très justement, et je le porte depuis longtemps. Déjà, il faut qu'on arrive très rapidement à généraliser les caméras piétons pour les policiers. Il y a un appel d'offres de marché public qui vient d'être lancé par le ministère de l'Intérieur pour que 30 000 caméras soient achetées dans le courant de l'année prochaine. Parce que c'est une protection juridique pour les policiers et ça permet de montrer ou de contre-argumenter, le cas échéant, des images peut-être tronquées. Je ne parle pas de l'affaire d'aujourd'hui, hein, bien évidemment, mais d'une manière générale. Donc c'est aussi un outil juridique de protection pour mes collègues et il faut que rapidement ce soit généralisé. Donc on attend avec impatience la dotation de ces caméras. Mais il faut le dire, un problème de formation continue dans la police nationale. Ce problème de formation continue n'est pas nouveau, ça ne date pas de l'arrivée de Gérald Darmanin, ça fait déjà longtemps qu'on le dit. Le ministère de l'Intérieur a commencé à mettre en place des choses pour faire en sorte que cette formation continue puisse prendre forme et exister. Et puis, il y a le questionnement du recrutement. Clairement, il y a quelques décennies, il y avait des enquêtes de moralité très affinées. Est-ce qu'aujourd'hui, elles continuent à l'être? Est-ce qu'il y a certains policiers recrutés qui ont leur place dans l'institution? Tout ça, ce sont des interrogations que l'on a et auxquelles il faut répondre par rapport aux citoyens envers qui on doit la totale transparence par rapport à nos interventions. Mais permettez-moi de conclure avec ça. Il faut quand même relativiser. C'est très grave ce genre de comportement, mais ce sont des comportements minoritaires de certains policiers, alors qu'en France, nous avons 4 à 5 millions d'interventions de police par an qui se passent très bien. Merci Denis Jacob du syndicat Alternative Police CFDT.